Voilà, donc Stéphane Sébille, l'espace et la plume. Alors vous êtes écrivain? Pardon? Vous accompagnez votre frère. Frère ou père? Père. Ah, d'accord. D'accord. Et là, je vais peut-être le voir après. D'accord. Je vais continuer. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le papa de monsieur? Tout à fait, oui. Eh bien voilà, vous êtes bien tombé. Moi, vous voyez, je suis vidéaste. J'ai fait la vidéo de l'exposition. Okay. Elle est sur YouTube, okay, sur ma chaîne Papito Productions. D'accord. Et je vais terminer, disons, l'expo avec un petit tour des éditeurs et des romanciers. Enfin, voilà. Parfait. Donc, monsieur Stéphane Sébille. Oui. Ici présent. Tout à fait. Vous êtes écrivain? Je suis avant tout un collectionneur. Un collectionneur. Puis je raconte l'histoire de l'espace à travers des objets de collection. Ah d'accord. Et j'ai participé à 4 ouvrages collectifs où j'ai écrit plusieurs chapitres. D'accord, d'accord. Bon. Moi personnellement, je ne suis pas branché espace, mais disons que je suis à l'affût d'un petit peu de tout ce qui est intéressant et qui peut même, malgré mon âge, m'apprendre encore des trucs. On en apprend tous les jours. C'est pour ça que c'est fait. Voilà. Et l'expo, elle est super. Magnifique. Hein. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Au revoir et bonne expo. Merci. Bonjour, messieurs. Je me présente, Papito Productions. J'ai une chaîne YouTube. J'ai fait la vidéo de l'exposition. Elle est déjà visible sur YouTube, sur ma chaîne, Papito Productions. Voilà. Et je termine l'expo avec un petit tour des éditeurs, des... C'est l'expo honneur. Voilà. Alors, vous êtes Philippe, oui. Voilà. Christian Mardier. Voilà. Messieurs, bonjour. Ah, je reconnais un jour de vol, là. Philippe. Voilà. Philippe. Parce que regarde, Xavier, il a fait, lui. Il a fait Bien. son travail, Bon. Xavier. Merci. Merci. Je ne suis pas branché spécialement à espace, mais je suis un collègue RATP qui fabrique son avion. RATP, oui, un avion. Un avion en bois et étoile. Donc je le suis et je visite les expos. Voilà. Merci beaucoup. Je suis revenu parce que j'attendais
Bonjour monsieur, Nomade Aventure. C'est ça. Ah, mais c'est là-bas. J'ai pris le. Je dis j'ai pris le Le grand panneau, le grand panneau. Et je vous rencontre. Bonjour monsieur. Faites de reportage officiel. Non, alors moi je suis vidéaste amateur. J'ai fait la vidéo de l'exposition hier. Je l'ai mise sur ma chaîne YouTube, Papito Production. D'accord. Vous pouvez la voir, elle y est. Et puis ben, j'ai vu qu'il y avait aujourd'hui des rencontres avec les éditeurs, les romanciers. Voilà. Et donc, ben, Moi, je suis pas auteur. Non, mais C'est une agence de voyage. d'accord. Eh ben, voilà, donc on a le droit de rêver. Absolument. Et tous les moyens sont bons, en fusée ou en avion. Exactement. Et là, Voilà. le moyen de rêver, c'est d'aller faire des voyages sur Oui. le thème de la conquête spatiale. D'accord. On propose des voyages. Alors, le premier qu'on proposait, c'était en Russie. Aujourd'hui, Oui. on ne propose plus, évidemment, à cause de la guerre et des sanctions. Oui. On propose un voyage aux États-Unis. Oui. On visite Washington, Houston et Cap Canaveral, Cap Kennedy. D'accord. Donc tout ce qui est lié à l'espace. Tout ce qui est lié à l'espace. D'accord. Et puis, des voyages en Guyane pour voir les lancements d'Ariane. Ah oui. Et un voyage aussi en France et en Allemagne pour voir le centre des astronautes européens, D'accord. le CNES, etc. Alors, j'ai vu qu'il y avait une aire de lancement à l'île du Levant aussi. À l'île du Levant en France. Oui, en France, hier, les îles Ouais, d'hier. je sais pas. Oui, ben, j'ai vu sur l'expo, il y a la carte, une carte, et il y a tous les points. Ah ouais. Voilà, bon, je sais pas. Je savais que, disons, c'était plus ou moins militaire, parce que mon frère Ah ouais. travaillait chez Ah ouais. Thomson, maintenant Thales, Ah ouais. et il allait faire des tirs là-bas, avec la Marine nationale. Mais je savais pas que... J'ai pas remarqué. J'ai visité l'expo, mais j'ai surtout regardé les belles maquettes de fusées. Alors. Ah ouais, d'accord. Mais si vous allez visiter l'expo, vous pourrez voir que moi, ce que j'offre dans mes vidéos, c'est la visite, disons, que l'on peut refaire en lisant les panneaux. Alors qu'en fait, quand on fait l'expo, ça va trop vite. Bah oui. Voilà. Et moi, comme je monte le film, Et puis surtout, il faut venir ici. je suis Alors que les gens qui sont ailleurs et qui ne peuvent pas voir l'expo, Ben voilà, puis là, elle est finie. Donc, autrement dit, tous ceux qui ne l'auront pas vu, ben, ils peuvent la voir. Enfin, j'ai quelques abonnés. Papito Production. Papito Production, vous allez voir, vous allez me trouver tout de suite. C'est la clôture du salon. Là. Je dis c'est la clôture du salon. Alors moi, j'ai fait la visite de l'exposition hier. Et comme je suis vidéaste, je l'ai mise sur ma chaîne YouTube. Elle est visible, Papito Production, comme vous pouvez le voir. Papito Production. Production. En un seul mot. Elle a déjà été vue 30 fois, oui. Donc je continue, je fais la clôture. C'est bien. Messieurs, bonjour. Je me présente, Papito Production. J'ai fait la visite de l'exposition hier et j'ai mis la vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle est déjà visible. D'accord. Donc je vous invite à aller la voir. Vous verrez. C'est écrit comme ce qui est marqué sur votre caméra. c'est ça Papito Production. D'accord, Papito Voilà. Production. Et je clôture, donc je fais le final, puisque c'est aujourd'hui la rencontre avec les éditeurs, les romanciers. Voilà. Donc, j'apprends peut-être pas beaucoup de choses, j'en ai appris beaucoup hier. Des choses, bon ben... Vous avez vu les conférences Les Il y a des petites conférences là, dans la salle d'à côté. Des conférences. Non. Bah, là, il y a une conférence avec Philippe Perrin. Là, Il y en a une actuellement au fond là. Au fond, je vais y aller. Et à mon avis, elle doit être plus près de la fin que du début. Oui, ils sont au débat en ce moment. Ils sont Au débat. au débat. Bon, alors, sinon après il y en a un autre, non? Je crois qu'il y en a une deuxième, mais Je vois. sur quelle thématique. D'accord. Merci, messieurs. Merci à vous. Messieurs, bonjour. Bon, ben, moi je suis vidéaste amateur. J'ai visité l'expo hier. Elle est visible sur ma chaîne YouTube Papito Production. Je vous invite à aller la voir. Et si, bah, disons, quand je fais une visite, je la fais comme si c'était pour moi et pour la partager. Je lis le truc, on peut le lire, tous les panneaux sont visibles.
même si des fois la lecture est difficile parce qu'avec la lumière et tout ça, bon, les sous-verts, mais au moins ça a le mérite d'exister. L'expo elle passe et mes vidéos elles restent. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Merci. Bonjour monsieur. Voilà. Alors vous êtes écrivain? Pardon? C'est vous êtes écrivain, enfin. Philippe Gauthier, Gagarine, ou le rêve de l'espace. Très bien. Ben moi je suis vidéaste amateur. C'est ma chaîne YouTube, elle est générale. Je fais des expos, des cérémonies, enfin un petit peu de tout. J'ai fait l'expo ici, là, hier. Je l'ai mis sur YouTube, c'est sur ma chaîne Papito Production. Vous allez la voir. Voilà. Merci. Et sur... alors l'intérêt... Pardon. Bon, alors attends. Bon. Ah. Quel est votre prénom? Voilà, c'est l'espace. Bonjour monsieur. Pierre Laurent, je suis vidéaste amateur. J'ai fait la vidéo de l'exposition hier. Ah, formidable. Elle est visible sur YouTube, Oui, sur ma chaîne Papito Production. D'accord, bah, j'ai regardé ça. Vous irez la voir. Très bien. Oui, Et j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait donc une rencontre avec les... oui c'est ça. Alors Voilà. moi j'interviens dans 20 minutes normalement. Pardon? Moi j'interviens dans 20 minutes à côté justement. 20 minutes. Si vous permettez que je fasse, que je filme votre interview, Bah, ce sera avec bien plaisir. sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il faut demander au staff à côté, mais moi il n'y a pas de souci. Ah ben d'accord, eh bien, écoutez, c'est super. Donc ça sert à rien que je vous pose plein de On va questions. le faire à côté. En plus vous allez avoir les images sur l'écran D'accord, géant, ok, donc ça devrait être d'accord, plus d'accord. spectaculaire. Et je le diffuserai sur ma chaîne après. Voilà. Pas de problème. Eh Pour bien ce qui c'est me super. concerne, hein, si ça leur va à côté. Bonjour jeune homme. Bonjour. Alors disons, je viens d'apprendre que vous êtes inscrit au BIA, Oui, le brevet d'initiation à l'aviation. oui, exactement. Eh bien, la semaine dernière, j'étais avec Pascal Teil, c'est mon ami. Lui, il est constructeur amateur, c'est le président, non plutôt, il est rédacteur en chef de la revue RSA. D'accord, hein? Et donc, ben, il donnait tous les conseils pour suivre les cours du BEA ou savoir comment faire et ainsi de suite. Bon, ben, c'est super, félicitations. Hein. Merci. Et après, ça c'est vraiment la première porte. Après c'est l'espace, mais c'est plus loin. Hein. Ouais. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin. Je n'ai pas entendu le début. Et voilà. Et donc, on a commencé par un petit préambule, comme tu as vu, qui résume un petit peu justement le fait que chacune des civilisations, à un moment donné de l'histoire, a été un apport dans cette conquête spatiale, en tout cas dans les premiers temps de l'astronomie, justement, hein, différentes civilisations, et puis jusqu'au moment où la conquête spatiale proprement dite va démarrer, et qui se situe à peu près au moment des V2, n'est-ce pas, et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où là on va rentrer dans la moderne de la conquête spatiale, forte de Galilée, Newton, de l'astronomie arabe, égyptienne, mésopotamienne, enfin, etc. Donc on a ce coup d'envoi, en gros, qui est assez paradoxal, puisqu'on va devoir, d'une certaine façon, nazi, la conquête spatiale. Ouais. Même si les bases avaient été posées par Tchaikovsky quand même
la fin du 19e siècle en Russie. En fait, les bases ont été posées, j'allais dire, par tout ce qui a précédé. Ouais. Encore une fois, il y a ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'apport des différentes civilisations, mais on pourrait même dire que Méliès et ses effets spéciaux, les esprits, que Jules Verne, bien sûr, que Wells, etc., ont préparé cet avènement, mais il se passe historiquement que donc, si vous vous souvenez de la remise en contexte, on a donc Hitler sur la fin de la guerre qui espère encore emporter le morceau avec le développement des V2, des fusées V2, et il y a une course contre la montre qui s'engage. Vous avez peut-être vu, il y en a une autre qui est celle du nucléaire, vous avez peut-être vu dans le film Oppenheimer en même temps, qui s'engage aussi, mais il y a celle des V2, et Hitler espère que ça va renverser le cours de la guerre et lui assurer la victoire définitive. Simplement, il arrive trop tard. Il lance 2 V2, il y en a un qui va s'écraser pas très loin à Maison-Alfort, qui fera quelques morts, il y en a un autre qui va s'écraser à Chiswick, près de Londres, et qui va aussi faire quelques morts. Mais le problème, c'est que son état-major lui dit « Ben non, Adolphe, c'est trop tard ». On a eu chaud au passage. Et donc, tout ça se passe à Peenemünde, une base secrète, qui va être déménagée, et puis surtout il va perdre la guerre. Et donc, à ce moment-là, on a tout le staff, tous les ingénieurs, évidemment nazis, qui se retrouvent bien embêtés. D'un côté les soviétiques communistes et de l'autre côté les alliés. Voilà, ils sont fort maris, comme disait Gottlieb. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ils sentent que même le vent va tourner, et donc ils ont une discussion entre eux. On se dit, est-ce qu'on va se donner aux Français? Mais si on se donne aux Français, c'est un petit peu embêtant parce qu'on les a quand même occupés. Et le gouvernement de Vichy, c'est pas très bon tout ça. Donc ils vont se livrer aux Américains. Et von Braun, le fameux Werner von Braun, et donc, qui était déjà l'ingénieur en chef du Führer, va passer à l'ouest. Et tous ses cerveaux également. Et ils vont être les premiers à poser, sur la base forte de ce que Hitler a fait sur les V2, évidemment, à poser les fondations de ce qui va être le programme spatial américain, puisqu'ils vont se retrouver à White Sands, au Mexique, et ils vont commencer des essais, à envoyer des fusées dans le prolongement des V2. Et puis là-dedans, d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante qu'on raconte, c'est que, vous savez qui était le premier être vivant dans l'espace, à votre avis? Alors c'est marrant parce que tout le monde pense à la chaîne Laika, comme quoi elle est un singe, mais en fait c'est des mouches. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il y en ait 2-3 qui se soient fait, quand ils faisaient des essais à vide, quoi, ils ont lancé la fusée, puis il y a 2-3 mouches qui se sont trouvées piégées à l'intérieur. Donc il y a des mouches qui ont fait le premier voyage dans l'espace. Et ça vient des nazis, c'est quand même assez intéressant. Et alors après quoi, bon, ils développent, j'exagère, mais bien sûr, ils développent le programme, donc, et en effet, ils vont ensuite passer par toutes sortes de phases tests, dont celle avec le fameux AM, il y a un singe avant, là, il y a Laika. Nous, en France, on aura Félicette, petite Félicette, une petite chatte aussi qui part, voilà. Ça se termine souvent pas très bien quand même, il brûle en vol, il s'écrase, enfin, c'est pas terrible, quoi. Mais ça va jeter les fondations, on va dire, la fondation. Alors dans le livre, moi d'abord j'ai beaucoup aimé, dès le départ j'ai aimé le roman graphique, en fait la qualité, alors ça c'est pas toi, c'est ton mais je vais en dire 2 mots. C'est Eric, ouais, c'est Eric Lambert à qui je rends grâce parce que vous allez voir, il faut vous représenter comment c'était. Moi j'ai commencé à écrire, c'était un petit peu juste au début du Covid, c'est vous dire, parce que c'était du point de vue documentaire, c'était une somme astronomique, c'est le cas de le dire, mais alors du point de vue du dessin, les gens sont vivants ou sont morts, mais si vous voulez, la plupart sont des personnages historiques connus. On ne peut pas faire n'importe quoi. On était en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, donc le moindre boulon, j'allais dire, est visé et vissé. On ne peut pas s'autoriser trop d'écart trop vite. Donc, ça a été un processus technique, il a fait près de 200 pages. Donc, ça lui a pris 3 ans de travail, à peu près quand même. Tout ça sous le haut patronage de nos amis de l'Agence spatiale européenne, avec qui on faisait, sans mauvais jeu de mots, des navettes pour vérifier, et avec Gilles, et avec PIF, là-bas, Pierre-François Mouriot, pour vérifier que tout ça était bien techniquement et surtout historiquement correct. Et aussi de respecter les balances dont on parlera, c'est-à-dire entre les différentes nations et les différentes... Et jusqu'à l'actualité la plus récente possible, en fait. Oui, alors... Qui n'est pas vraiment encore de l'histoire. C'est l'histoire en marche, on va dire. C'est l'histoire en marche. On a marché sur la Lune, mais disons qu'il y a 2 ou 3 périodes. Il y a la première période qui est celle qu'on connaît, qui est celle de la guerre froide, de la compétition russo-américaine,
Donc là, on lui fait quand même une belle part, en effet, parce que c'est les fondements de la conquête spatiale. Donc vous avez évidemment les premiers pas, la création de la NASA en 1958, parce que pourquoi il y a eu Sputnik. Donc vous avez peut-être vous souvenez, évidemment, c'est l'époque des pionniers que vous avez vu dans les tops des héros. Vous avez le petit bip-bip du satellite russe qui agace profondément les Américains. Donc l'administration décide quand même de réagir, la NASA, pour se donner ce nouvel horizon spatial et va bientôt réunir le panel des astronautes qui seront les Mercury 7 qu'on voit dans le film des tops des héros, qui seront les premiers voilà, du côté américain. Mais bien sûr, il y a eu Gagarine du côté soviétique. Donc le premier mouvement de cette conquête de l'espace, c'est effectivement un espèce d'affrontement entre l'Amérique et l'URSS, qui va monter en puissance avec l'arrivée de Kennedy au pouvoir, avec le fameux discours de la nouvelle frontière, en fixant cet horizon de marcher sur la Lune avant 1970. Et là, tout à coup, évidemment, il y a un effet d'accélérateur et de compétition de plus en plus important. Programme Mercury 7 des hommes, il y a même un programme pour femmes, Mercury 13, qui malheureusement qui n'était pas mûr, et qui n'a pas débouché. Et puis ensuite, il y aura l'émission Apollo, en effet, dont celle qui va nous emmener sur la Lune. Alors tout ça est évidemment très abondamment préparé, très abondamment documenté. C'est émaillé de catastrophes, parce que l'Apollo 1, on le voit ça dans First Man aussi, le film que je vous recommande aussi sur Armstrong, qui est un chouette film, voilà, où on voit Roger Chaffee, Ed White, le premier piéton américain de l'espace, Bruce Grissom, qui est un ancien des Top Zero, un vétéran, qui font une simulation justement pour un départ vers la Lune, et puis malheureusement il y a un court-circuit, le feu prend dans la cabine et les 3 pauvres astronautes sont brûlés parce que la trappe, il faut en tout cas un cas de manipulation pour l'ouvrir à 3 séquences, et donc le temps qu'ils réagissent, ils sont asphyxiés très vite et ils brûlent. Mais donc il y a des morts pour l'espace aussi. Hein, voilà. Alors Apollo 1 c'est ça, et puis donc il y a une série, comment dirais-je, de répétition, d'expérience, hein, jusqu'à Apollo 8 qui arrive aussi à s'offrir un petit tour de lune pour Noël. On lit les versets de la Genèse et les Amériques découvrent qu'on est à 2 pas d'y arriver, en fait, ils tournent autour, et donc c'est l'émission Apollo 11 qui devra faire le fameux saut et le premier pas et le pas de géant pour l'humanité. Ouais, c'est impressionnant en fait, il y a jusqu'à Sophia Deneau, oui. notre astronaute. Exactement. La deuxième femme de l'espace, bientôt, elle partira l'année prochaine en fait. Mais ouais. Elle termine son entraînement. Bientôt elle est rentrée de Houston, normalement elle est en Allemagne. Donc c'est absolument remarquable. C'est essentiellement quand même, il n'y a pas l'exploration planétaire, il n'y a pas la partie robotique de cette conquête. Alors il y a un petit peu pour Mars, parce qu'on parle de Curiosity et des rovers, etc. On parle quand même des sondes aussi, on parle de Voyager, on parle des différents programmes sur la fin. Bon, on fait le saut avec, il y a toute l'histoire, j'allais dire traditionnelle, dont on vient de parler. Alors ce qui aussi, pour moi, qui a été en tout cas à l'écriture quelque chose d'extraordinaire, parce que j'aurais rêvé d'y être et je suis un poil trop tard, mais c'était justement le premier pas sur la Lune quand même. Et là, si vous voulez, cette séquence est incroyable parce que j'ai eu la chance, mais en fait elles sont publiques, il faut écouter un peu, je les ai trouvées comme ça, d'avoir les transcriptions exactes, complètes des communications entre le Capcom et l'équipage d'Armstrong. Donc toute la séquence qui fait à peu près 30 pages, parce qu'on en a fait un gros morceau sur le sujet, forcément c'est quand même c'est quand même une césure dans l'histoire de l'humanité quand même. Oui, il n'y a pas de doute. Quoi. Donc 30 pages c'est bien le moins, eh bien on a les communications, on a les échanges, si vous voulez, les dialogues sont des dialogues authentiques. Et alors ça c'est formidable. Quoi. Depuis le lancement jusqu'à, alors j'ai dû en enlever un peu parce qu'on ne peut pas restituer évidemment l'intégralité, voilà, mais on a tout ce qui est cité comme dialogue, en tout cas ce sont des dialogues qui ont effectivement eu lieu jusqu'au moment de l'atterrissage, où j'ai découvert des choses, parce que si vous voulez, comme Gilles l'a dit, j'ai un peu touché à tout éclectique, je travaille sur beaucoup de sujets différents, souvent des sujets historiques, mais j'adorais l'espace et tout ça, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais l'avantage de ne pas être un spécialiste, j'ai bossé sur Alan Turing, je le disais tout à l'heure aussi, c'est que justement vous essayez de vous faire comprendre de gens qui sont des billes en mathématiques comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'avoir une approche qui permet à la fois de satisfaire le spécialiste et puis de voilà, exactement. J'ai même vu, parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je suis né en Zambie, figurez-vous, parce que mon père faisait sa coopération là-bas, à Lusaka. Alors j'ai pas gardé le teint local, mais par contre, la Zambie, eh bien ils ont eu un programme spatial.
Ouais, le Sénégal aussi, les gens. Alors, malheureusement, j'ai été très déçu parce que le programme zambien n'est pas allé très très loin. Très ambitieux. Ouais. Mais évidemment, je plaisante, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, c'est un horizon qui intéresse toutes les nations et que ça ouvrait et de fait, ça a créé des partenariats et donc ça a été vecteur de paix, voilà, et pas seulement le gouffre financier dont on parle. Mais vous savez, parce que on entend souvent des critiques, il faut être toujours un petit peu, prudent là-dessus, parce que moi je pense toujours à Christophe Colomb, hein, et puis aux enfants. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, tu restes dans le jardin, tu vas pas voir ce qu'il y a dans la forêt, c'est pas possible. Il y a toujours un moment où il va y aller. Christophe Colomb, ici, il s'en va. C'est dans notre nature. Et ça risque même interstellar, peut-être. Mais ça peut devenir potentiellement plus tard un enjeu. Et on y a aussi des évocations de la science-fiction, de tout type de science-fiction, oui. Hein, de E.T. à Mulder, en passant par Star Trek. Oui, l'agent Mulder. D'abord, vous savez que la vérité est ailleurs. C'est ça. Mais non, c'est amusant, un peu. Oui, non, mais c'est-à-dire que, alors moi je me suis fait plaisir là-dedans, mais c'est-à-dire que ce folklore, en fait, c'est le premier imaginaire, il précède la science, et en fait la science y revient, c'est ça qui est merveilleux. C'est que quand on est gamin, Michel Chevalet parlait tout à l'heure, disait, il s'agit de donner envie, évidemment c'est la même idée, et la première envie, elle est plantée chez les gamins qui voient Capitaine Flamme, ou qui voient la Guerre des Étoiles, ou qui voient Star Trek, ou qui voient pour la première fois la famille devant parce qu'il y a Thomas Pesquet qui s'en va dans la navette, ou parfois ça se passe très mal, vous vous souvenez Challenger et la pauvre institutrice, etc., et tout l'équipage qui, je m'en souviens, ça pour le coup je l'ai vu, blam, en vol. Comme je disais, il y a aussi des morts de l'espace. Mais donc il y a tout cet imaginaire qui est l'imaginaire pop. Hein. Ça commence avec les grands films de science-fiction des années 40, 50, 60, Planète Interdite, L'invasion des profanateurs, tout ça. Et puis vous avez ensuite évidemment Star Trek, La Guerre des Étoiles, 2001, l'Odyssée de l'espace forcément. Hein. Et puis tous les dessins animés, Goldorak, Capitaine Flamme et compagnie, quasi la naissance des mangas, série Ulysse 31, voilà. Et donc il y a toute la culture pop qui l'accompagne, E.T., etc. Mais c'est très sérieux, d'ailleurs le jour de l'alunissage, hein, en juillet 69, Red Bradbury des Chroniques Martiennes est sur un plateau. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on lui dit justement, c'est quoi cette histoire c'est un gouffre, cette conquête spatiale, etc. Et Bradbury mouche l'invité en lui disant on est en train de... Aujourd'hui, on fait le plus grand geste de l'histoire de l'humanité, on pose le pied sur une autre planète et vous nous emmerdez avec $3. Il dit pas ça comme ça, et puis c'est beaucoup plus que $3. Mais évidemment, il prend le parti de l'exploration. Ce que je veux dire, et Bradbury, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une connexion étroite entre cet imaginaire spatial, évidemment, et la réalité scientifique de l'avancée technologique. Et on se rend bien compte que tous ces pionniers du spatial, qui disaient à l'instant à côté, qui était avec un astronaute qui s'était amusé, pas dans Space Mountain, mais à refaire 10 fois le truc, parce que c'était très proche du réel en fait. Donc voilà, on revient à... Une question. Oui, on revient. J'ai une question. En quelle année est apparu dans les dessins animés les premières navettes? Vous savez, on les voit dans Cosmos. Alors ça, je serais bien incapable de le dire. Et la question, pourquoi est-ce qu'on a vraiment abandonné les navettes aussi. Et puis si on peut revenir sur la page 24, s'il vous plaît. Alors ça, je ne sais pas laquelle c'est, la page 24. Page 24. Moi, je l'ai déjà sur le livre. Là. Il y a la fusée, je crois que c'est une fusée sonde qui est en blanc et rouge. Ah oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que quand on va à Varsovie, dans le cité, dans le musée de la technologie, dans leur étage spatial, ils montrent le côté russe, avec notamment la présentation de la capsule de la chienne qu'ils ont fait mourir pour pas qu'elle meure d'asphyxie, etc. Et puis les trucs américains, et puis ils sont tout fiers de nous montrer la fusée sonde française. Ah bon? Alors non, ça je serais bien incapable de le dire, je ne vois plus la page. Non, elle est noir et blanc, mais on la voit, je crois qu'on la voit. Ouais, non, je ne sais plus très bien. Sur le côté, et c'est une fusée qu'on a quand même réussi à faire avec ce qu'on a récupéré de l'Allemagne. Mais il me semblait que c'était pas chouette. Ah peut-être, oui. C'est pas celle du dernier, parce qu'il y a celle d'Hergé aussi. Non, moi je rigolais, je dis, c'est la fusée de Tintin. Mais c'est la fusée de Tintin, il s'est inspiré des V2. Oui, mais en fait, quand
j'ai posté ça, non, j'ai reçu des commentaires, non, c'est une fusée sonde qu'on a faite réellement. Oui. Pas la fusée Tintin. Ah, c'est celle-là. Non, mais en fait, la fusée de Tintin est elle-même inspirée, il le dit, Hergé d'ailleurs dans l'album, d'une fusée réelle. Le damier rouge et blanc est en fait un moyen de calculer la vitesse de rotation et voilà. Et donc, en fait, il est pas du tout gratuit. C'est pas de la déco ou du design, c'est parce qu'en fait, le damier permettait de visualiser le tangage, le roulis et la vitesse de rotation. Sur la gauche, le dessin est sur la gauche de la page, il me semblait que c'était 24. Mais En tout cas, c'est assez rigolo. Oui, il y a effectivement cette histoire. Ah ben c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est effectivement, là c'est Hergé. C'est un petit clin d'œil justement à pop culture. Et vous avez, on a Dune aussi, on a tout ça. Et vous avez donc, c'est ce qu'il explique, je crois. Voilà, pourquoi ce damier rouge et blanc? Il vient directement des ingénieurs américains et du V2. Pendant un tir, le damier permet d'observer le basculement de la fusée par rapport à l'axe. D'accord. Ils sont fiers de l'exposer au milieu de ça. Et son roulis au moment, voilà. Ça permet d'avoir des données scientifiques en fait. Et c'est pour ça qu'il faut conserver. Ça, c'est Dune. Ça, c'est Dune. Voilà, donc c'est vrai qu'on a émaillé ensuite l'album de Leica, Félicette. Donc ils nous ont dit qu'ils avaient fait exprès d'empoisonner finalement les chiens pour pas qu'elles meurent asphyxiées. Ça, je crois que c'est la vérité officielle. Je crois surtout qu'elle a brûlé, c'était terminé. Elle a brûlé. Non, c'est qu'elle est trop chaude. Non, alors j'ai découvert aussi, par exemple, que les Russes, évidemment, voyant l'imminence du premier pas sur la Lune, ont envoyé aussi une capsule, sauf qu'elle n'était pas habitée. Et alors, on n'a pas trop pavoisé parce qu'elle s'est crachée 2 jours avant. Sur le sol lunaire. Parce que, c'était en fait une capsule non habitée, quoi, une sonde. Donc, mais c'était histoire de les coiffer au poteau en disant ouais, mais nous on a été quand même les premiers. Ça n'a pas marché. Alors, avez-vous des questions? Oui, dire que les Américains, ils ont fait quand même un coup de poker, il faut le reconnaître, parce que, bon, avec un ordinateur qui était aussi puissant qu'une calculette, oui, c'est un truc. Est-ce que, je n'ai pas lu le livre, moi je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous parlez dans ce livre de l'anecdote où quand ils sont repartis, de la Lune, l'interrupteur était cassé dans la navette et ils ne touchaient pas, vous en parler, non? Si, alors si, et comment ils s'en sont sortis? Oui, ouais. Bien sûr, je dis pas la suite parce que... Bah si, dites-le. Ah non, c'est rigolo. Bah, ils s'en sont sortis avec un stylo. Ouais, c'est ça. Vas-y. Mais en fait, ils avaient cassé l'interrupteur de l'aigle pour repartir, et en fait, ils l'ont débloqué avec un stylo. C'est pour ça que je dis que c'était quand même très, très à l'arrache. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, d'abord, il loupe le site. Ensuite, il atterrit alors que les réserves auraient pu être un crash, et là, c'est... Il y a eu plein de choses comme ça qui sont incroyables. Ils se posent, etc. Voilà. Ils repartent avec un stylo parce que l'interrupteur est cassé. Ils sont arrivés, comme on l'a dit, avec le pouvoir d'impuissance d'une calculette. Bon. Et tout est un petit peu comme ça, effectivement. C'est-à-dire, c'est une suite de... On mesure la fragilité, et puis c'est rien du tout. C'est quand même pas grand, quoi. Donc de porter les espoirs d'une espèce, l'espèce humaine, quoi, dans quelques mètres carrés, c'est vrai que c'est vertigineux. Mais c'était les pilotes qui ont atterri à l'Uni la première fois, c'était pas vraiment des scientifiques, quoi. C'était parce que les vrais scientifiques, on les a eus après. Le premier géologue, il est venu 72, longtemps après. La dernière, il ramassait des roches comme ça, au petit bonheur la chance. Oui, voilà. Bien sûr. Non, parce qu'il faut les former, puis qu'ils aient les qualités pour être astronaute, c'est des métiers différents. Et maintenant, on a changé. Oui, maintenant on a changé, puisque dans l'ISS, ils mettent plein d'expériences scientifiques en apesanteur et tout ça, donc ça permet de les faire aussi. Tout ça a été bien davantage pensé, mais c'est sûr qu'au départ, il y a un côté forcément. Je voulais vous poser une question au niveau. Est-ce que les dessins ont été faits à la tablette graphique ou bien. Alors je pense qu'il a fait un mélange de techniques, parce qu'il y avait des supports photographiques de temps en temps, comme vous avez pu voir. Oui, mais évidemment, c'est du dessin, il travaille à la main, c'est un staccanoviste, de toute façon. Et autre chose, comment vous avez rédigé les textes avec lui, vous en avez discuté, comment ça s'est fait en fait? Non, je suis un dictateur, donc non, je rigole, mais le scénario est toujours premier, en termes chronologiques, je veux dire. Donc,
le scénario, en fait, si vous voulez, rapidement, le processus, c'est qu'il reçoit le scénario, soit partiellement, soit dans son intégralité, et ensuite, donc c'est planche 1, planche 2, comme ça, correspondant à chacune des pages, et chaque case est décrite, avec les effets, intérieur jour, extérieur nuit, situation, comme au cinéma, cap canavéral, voilà, et ensuite didascalie, c'est-à-dire descriptif de l'action, et dialogue. Ça pour chaque case. Donc, quand il reçoit ça, il prend planche après planche, et lui, son boulot, c'est de suggérer un découpage visuel, évidemment une mise en scène de ce qu'il y a dans le scénario. Elle est prévisualisée dans le sens où j'ai pensé pour le servir. Donc normalement, c'est mon travail, ça pour le coup, c'est de prévoir évidemment ce découpage dans ma tête pour qu'il n'ait pas de problème. Par exemple, si je mets une case où il y a un monologue de 3000 km et qu'il y a un petit... ça ne va pas... Donc ça, c'est mon travail de penser l'équilibre global. Ce qui est compliqué quand on a beaucoup d'informations, effectivement. Donc là, il y a un travail de digestion, de choix. Heureusement, on était très guidés par l'ESA et très soutenus par Gilles et par l'ESA et voilà, pour pouvoir arriver à cette formulation. Mais donc une fois qu'il a ça, il fait le découpage, il propose ce qu'on appelle un story, ou un bluff, une étude, un croquis, qu'on valide ensemble avant qu'il le décide. Parce que sinon, évidemment, s'il faut faire le travail 10 fois, c'est un problème. Donc on validait chaque planche. En général, il faisait un montage photographique, justement, voilà, grosso modo, et on valide l'une après l'autre, où il mettait les textes aussi. Comme ça permet de voir l'équilibre entre texte et dessin, et on avançait pas à pas comme ça. Donc si tout à coup il y avait un souci de mise en scène, si tout à coup il y avait un problème documentaire qu'on n'avait pas vu venir, si tout à coup il y en a eu, est-ce qu'il vaut mieux prendre il y a des photos quand même, il y a des archives aussi, est-ce qu'il vaut mieux prendre telle ou telle composition? Bon, le plaisir du dessinateur, c'est de proposer cette composition. Et là on a choisi très vite deux choses, c'est qu'il a proposé un style, lui qui fait du réalisme historique, on a fait une série sur les Qatars, avec lui qui s'appelle Les Derniers Qatars, qui n'a rien à voir. Vous voyez, donc là il a proposé une espèce de truc rétro, genre un peu années 50, qui était super, et en même temps rétro-futur un peu, quoi, avec un style qui correspond très bien à l'univers de l'espace et qu'on a préféré garder en noir et blanc après avoir fait quelques essais, parce qu'on s'est dit quand même, c'est exactement ça, en fait. Donc ça c'était en effet la patte graphique, le choix graphique, et puis ensuite, dans le traitement des informations et de la documentation, et bien là, quand il se posait un problème, qu'il y avait plusieurs photos, qu'il y avait plusieurs... Voilà, le deuxième choix qui a été fait, c'était d'avoir une composition assez libre, à la fois en regardant quand même le côté de la BD classique, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de personnages détourés, il y a beaucoup... Voilà, c'était assez... on n'est pas dans le côté exubérance de certains comics non plus, vous voyez. Donc il y avait une espèce de balance à faire entre l'ancien et le moderne, vous voyez, et qui puisse rallier le public à la fois des enfants et le côté documentaire sérieux, si vous voulez. Et on constate que dans certaines planches, par exemple, on n'a pas besoin de texte, en fait, c'est le dessin qui parle. Et oui, puis, alors en fait ça dépend, c'est-à-dire que moi ce que j'adorais faire c'est ces planches-là, par exemple, vous voyez. Parce que c'est des moments où vous avez là, c'est Apollo 13, justement, c'est en train de partir complètement en sucette, et là, tout à coup, ils s'aperçoivent qu'en fait, non seulement ils ont raté la Lune, mais ils vont peut-être pas revenir. Et donc, il y a un débat qui revoit dans le film de Ron Howard, mais on l'a fait également. Le débat, c'est bon, est-ce qu'il faut passer derrière la Lune, essayer de profiter de la poussée pour qu'ils reviennent plus vite, est-ce qu'il faut faire demi-tour? Donc, il y a des calculs dans tous les sens, et puis en plus, l'oxygène commence à baisser, donc les filtres ne fonctionnent plus, il faut trouver comment faire entrer une pointe carrée dans un trou rond, débrouillez-vous, vous avez un tube de colle, vous avez ce qu'ils ont dans la navette, sinon dans la capsule, sinon ça ne marche pas. Et donc ça, c'est des séquences, du point de vue dramatique, c'est juste incroyable. Et nous, on est incroyablement servis. Si vous voulez, ce qui était fascinant dans ce travail, c'est de prendre la mesure de la dimension épique de cette affaire. C'est vraiment une odyssée de l'espace et de l'espèce, parce que, encore une fois, ça engage de manière presque ontologique ce qu'on est, et notre place, c'était notre point de départ, notre place dans l'univers. Donc, c'est un récit qui raconte, qui dit beaucoup de nous aussi, et donc voilà, qui est encore à suivre, parce qu'on est assez près, on est arrivé jusqu'à Artemis et le programme Ariane, et on parle de la Lune artificielle. Vous allez continuer à faire quelques mises à jour tous les 2 ans, tous les 5 ans? J'aimerais bien. Après, il faut que l'éditeur suive. Alors, l'éditeur, il est toujours un petit peu dans le coup d'après, toutes les semaines. Donc, nous, on essaie de travailler pour... mais voilà, donc mais on vient de le faire précisément, disais-je, pour l'édition allemande, parce qu'il y a une édition allemande, mais alors nos amis allemands, ils voulaient un petit peu plus l'Allemagne. Donc, on a enlevé un petit peu de notre Thomas national et on a mis un petit peu plus
de leur Mathias Maurer et tout ça. Très sympa, il parle très bien français. Oui, il a fait une préface avec, Alexander Gerst. Voilà, donc ça c'est sympa comme tout, et du coup on aura fait 4-5 pages spéciales Deutschland. Voilà. Et si on fait avec l'Italie, ça sera pareil. Et après, vous avez quand même rajouté un peu d'actu ou pas trop? Non, parce que là, on était à peu près à jour, en fait. Parce que depuis qu'il est sorti l'année dernière, mais les choses se sont... Il y a eu Artemis un peu, mais les choses sont quand même assez figées, comme il y a une espèce de redistribution des cartes. Il y a des gros starships quand même qui reviennent. Ouais. Oui, et puis il y a le lanceur. Mais ça y était déjà, d'une certaine manière, ça, parce qu'on parle de la problématique, donc... Bon, mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait une espèce de mise à jour, je pense, tous les 3 ans, quelque chose comme ça, soit pour revisiter, soit pour, surtout pour éventuellement compiler, hein, pour essayer d'être à jour. Voilà. On ne parle pas beaucoup des Chinois non plus. Non, c'est vrai. Il faut dire qu'ils sont moins loquaces. Ouais, mais ils roulent sur la Lune, hein, quand même. Hein. Ouais, alors, on en parle quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on a il fait partie des nations émergentes. On ne parle pas des Émirats, probablement. Mais encore une fois, on est dans un contexte qui est en même temps très mouvant. On était arrêté sur l'idée que ça serait Lunar Gateway et que donc il y aurait une espèce de station spatiale en orbite autour de la Lune avec une première colonie humaine sur la Lune qui semblait le truc le plus abordable, parce que tout le monde a dit que la terraformation de Mars c'était complètement lunaire justement comme idée, et que d'ici qu'on y arrive, voilà. Donc on avait abandonné le projet. Comme Trump est arrivé en disant mais non, on va aller sur Mars, bon bah du coup on ne sait plus trop là. Mais on est un peu là aussi dans l'espace, donc il faut que tout ça se pose, y compris là j'ai une question géopolitique. Donc là ce que j'en ai en discutant, c'est que tout est un petit peu dans l'attentiste, que va faire le Congrès, comment ça va tourner en Ukraine avec Poutine, sans parler du Proche-Orient qui reste quand même plus loin. Donc l'espace est quand même tributaire de relations géopolitiques de toute façon. Ça... Et puis on a vu par exemple quand il y a eu les premiers astronautes sur la Lune, tous les journaux tout de suite faisaient des projections, et 10 ans après on voyait déjà des installations lunaires, etc. Et après c'est parti. Et là on parle de Mars, tout de suite les gens font des projections, mais bon on voit 2 ans sont passés et puis plus rien. Ben voilà, après ça c'est très intéressant parce que ça marche dans les deux sens. Ouais, si vous vous souvenez de Cosmos 99, etc., vous aviez l'installation lunaire. Et, voilà. Mais alors, donc, à la fois, ce côté pop culture prépare l'avènement des choses, c'est-à-dire qu'il visionne de manière presque prophétique ce qui va se passer, et puis en même temps, en effet, derrière, c'est pas souvent suivi des faits. Mais moi, je constate, et c'est ce qui me fait peur d'une certaine manière, c'est pas tellement sur ce terrain, c'est sur le terrain qui nous concerne tous d'ailleurs, mais qui est davantage sur l'intelligence artificielle, etc., c'est que les écrivains de science-fiction ont annoncé de très longue date et de manière très sérieuse ce qui est en train de se produire. Et ce qu'on pensait être du fantasme ou de la rigolade devient à l'échelle d'une génération. Quand moi j'ai commencé à écrire, j'avais une machine à écrire avec le ruban rouge encore. Après, je suis la génération que je suis. On est la génération de transition. Hein. On a commencé avec la machine à écrire, on est à l'intelligence artificielle. Le saut qui s'est produit en l'espace de 20 ans n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité depuis le Big Bang, depuis que l'espèce humaine, ça n'a pas d'équivalent. Il y a eu les Sumériens, il y a eu Gutenberg, mais ça, une accélération à l'échelle d'une génération comme ça, de cette ampleur. Donc j'avais un très bon prof à Sciences Po qui s'appelait Denis Volton, vous peut-être vous souvenez, qui est un sociologue, qui disait attention parce que notre capacité d'ingestion de l'information est nettement inférieure à la quantité d'information. Autrement dit, nous sommes en train, c'est ce qui est exactement en train de se passer, de devenir les otages de la technologie. Et ça, c'est un phénomène qui est très dangereux, mais c'est le paradigme de la littérature de science-fiction. Matrix, c'est ça, tous les Asimov, enfin, etc. La guerre des machines contre le... Tous ces fantasmes, en fait, deviennent de sérieuses... Les droits d'auteur, avec l'intelligence artificielle, hein, c'est très facile de faire une BD en appuyant sur un bouton. Hein. C'est ce que j'allais vous demander. Non, mais ça devient préoccupant, parce que pourquoi vous les payez 30... Ça coûte 30 000 balles de faire un bouquin comme ça, 30 à 40 000 euros. Un livre de littérature, ça vous coûte 3 000 euros. Donc, si vous voulez, ça marche dans un marché, dans un univers en expansion, hein, mais au bout d'un moment, vous êtes toujours un petit malin qui va dire bah, pourquoi, si je peux appuyer là, je ne vais pas m'emmerder avec Eric Lambert, qui va faire pendant 2 ans. Combien de temps en tout, de bout en bout? 4 ans, je dirais. 4 ans de travail. 4 ans, ouais. Bah oui. Bah, c'était là aussi le moins, hein, parce que combien de temps pour lancer des réfugiés hein. Ouais. Oui, pardon.
Est-ce que vous avez du coup d'autres projets de BD liés à la conquête spatiale? Eh ben, on a un projet qu'on aimerait bien faire autour de l'histoire de l'astronomie, là, pour le coup, parce que là, c'est pareil, ça serait passionnant. Et puis moi, j'aimerais bien raccorder avec l'astrophysique un jour aussi, parce que là, il y a aussi une dimension, je trouve, absolument géniale. Mais alors, le problème qu'on rencontre maintenant, c'est qu'il faut accrocher un éditeur à chaque fois, hein, et donc, voilà, ensuite, c'est des... Ils prennent pas beaucoup de risques, hein, pour être honnête, les éditeurs prennent pas beaucoup de risques et c'est très compliqué pour... Et puis le marché tente à se tasser un petit peu aussi, c'est pour ça. Mais on espère bien. Avez-vous d'autres questions avant que vous puissiez vous faire dédicacer vos ouvrages pour le Noël prochain? Il faut penser déjà à Noël prochain. Ça, pour les grands, pour les grands et les petits, c'est un super cadeau. Moi j'adore. Le noir et blanc, je trouve que c'est une réussite, hein. Mais c'était une volontaire de... Alors en tout cas, on a essayé des trucs, mais bon, en fait, c'était l'intention de départ, et puis on a essayé des trucs en couleur et ça ne marchait pas. Mais c'est bien. C'est bien comme ça. Elle est vraiment magnifique. Ouais, c'est bien. Ça reste comme ça. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est une réponse. J'ai filmé monsieur. Ça sera visible sur ma chaîne YouTube Papito Productions. Donc, vous pourrez revoir la conférence. Eh ben, merci. Gratuitement. Tout le monde chez Papito. Voilà. Eh ben, merci. Et je vous remercie à aussi. toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous faire dédicacer le bouquin. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Avec grand plaisir.